Et Hebdo Show Algérie revient pour une quatrième partie, mesdames et messieurs. Et on a autour de la table le plaisir de retrouver avec nous madame Naïma Yahi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes historienne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors on va continuer, si vous le voulez bien, messieurs, dames, à parler donc du projet de résolution donc, proposé par les États-Unis à propos du Sahara occidental. Faisal Metaoui, vous vouliez la parole avant la pause. Et justement, je me tourne vers vous. La France et les Émirats arabes unis font aujourd'hui du lobbying au sein du Conseil de sécurité pour faire voter le texte de la résolution proposée par les États-Unis. C'est plus du lobbying, hein, Faisal, c'est la tournée des popotes. Hein. C'est du lobbying, ça. C'est pour étayer les déclarations de M. Ayachi et le rôle de la France dans le soutien de toutes les propositions marocaines, État occupant, par rapport au Sahara occidental. Effectivement, plusieurs sources indiquent qu'il y a un travail de coulisses mené actuellement par les Émirats arabes unis. On se pose la question de quoi se mêlent les Émirats arabes unis et en quoi ce dossier du Sahara occidental l'intéresse tant. C'est vrai que les Émirats arabes unis ont, entre guillemets, normalisé leurs relations avec l'entité sioniste, idem pour le Maroc, et ça va dans l'esprit de ce qui est appelé les accords d'Abraham. Mais disons que ce travail de coulisses, soutenu également par Paris, c'est qu'on veut convaincre les États qui hésitent encore ou les États qui sont attachés au droit international, parce que les membres permanents du Conseil de sécurité sont tenus par la règle du droit de respecter ce droit international. Et bien la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, qui sait parfaitement qu'elle viole le droit international par rapport au dossier de décolonisation au Sahara occidental, est en train donc essayer de faire pression pour que cette résolution passe donc à la fin du mois pour aller dans le sens de la solution proposée par le Maroc. Je rappelle seulement rapidement, Nouhed, que le Front Polisario a déclaré rejeter catégoriquement cette proposition parce que pour le Front Polisario, la résolution va dans le sens des propositions faites par l'État occupant qui est l'État du Maroc. Je voudrais juste ajouter un point important. Je vais revenir à un point très important aussi, juste pour pas qu'on perde le fil effectivement, avant de parler du lobbying, c'est qu'il y a un élément historique très important qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table pour mettre les pendules à l'heure pour certaines mauvaises langues, notamment sur la question de l'implication de l'Algérie, non pas en tant que belligérant, mais en tant que défenseur du droit des peuples opprimés, notamment à l'autodétermination. Moi, je reviens sur un événement de l'histoire très important. Le général Franco, en 1974-75, avait proposé à l'Algérie, il lui avait proposé le Sahara occidental pour une gestion, une mise sous tutelle. L'Algérie a fait quoi? A refusé, tout simplement. L'Algérie a refusé, pourquoi? Parce que l'Algérie a combattu le colonialisme français et continuera toujours à militer la fin du colonialisme là où il se trouve. Donc c'est ça les valeurs de l'Algérie, c'est ça la diplomatie juste de l'Algérie. Et je parle sous votre contrôle, bien sûr. S'agissant du lobbying, ce qui est plus important à rappeler, c'était le fait que, à partir de 1994, la résolution 907, c'est-à-dire celle qui a suivi celle de 609, qui instaurait la MINURSO, le pays qui a bloqué le référendum était la France. À ce moment-là, la France a dit au sein du Conseil de sécurité qu'il n'était pas possible, dans les conditions actuelles, c'est-à-dire de l'époque 94, d'organiser un référendum au Sahara occidental, en raison du fait que le Maroc avait justement rejeté le corps électoral qui a été établi par la MINURSO elle-même. Et à partir de là, cette question de lobbying s'est transformée en une véritable programme politique, pris en charge par les Français et pris en charge aussi par le Maroc, c'est eux qui est devenu s'acharner sur l'Algérie. Je donne des exemples très simples pourquoi le Maroc, quand il n'a pas pu sur le plan diplomatique faire face à la revendication algérienne, à la logique algérienne sur le Sahara occidental, il est allé dans des pistes vraiment incroyables, comme en 2006, lorsqu'Omar Hillel, et c'est prouvé par les câbles Wikileaks, lorsqu'il a accusé l'Algérie d'être un pays terroriste. C'est-à-dire, il est allé au sein du Congrès américain, au sein des Nations Unies, dire que l'Algérie veut fabriquer la bombe atomique, c'est-à-dire pour que les puissances s'en prennent à l'Algérie, et à ce moment-là, les médias
émiratis ont commencé à endosser la rhétorique marocaine. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est produit ensuite, cette haine sur laquelle a investi le Maroc, la rancœur, il l'a transformée sur le plan populaire, pour que, aujourd'hui, les divergences s'instaurent entre les populations des deux pays. C'est ce qu'a réussi le Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte à transformer les Marocains en des ennemis de peuple algérien. Donc c'est ce danger-là qui est aujourd'hui ce danger-là qui guette les relations futures et qui les compromet. C'est-à-dire, on n'en est plus sûr aujourd'hui si demain, en dépit du règlement de quelque manière que ce soit de la question sahraoui, on en vient demain à ce que rétablissent des relations entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est un problème qui va perdurer pendant des années. Pour revenir encore une fois à cette question du lobbying, nous avons vu pertinemment comment le Maroc saisit n'importe quelle occasion. Rappelez-vous, en 2011, il avait accusé l'Algérie d'avoir transporté des mercenaires, entre guillemets, sahraouis vers la Libye. Et ça a été quelque chose qui a été endossé par Mustafa le président du CNT libyen, Mustafa Abdel Jalil, qui disait que, ah oui, les Algériens ont réellement envoyé des mercenaires sahraouis pour combattre. Et on a aussi créé une liaison entre le Hezbollah et l'Algérie et le Sahara occidental pour montrer toujours que l'Algérie, c'est un pays qui défend ou bien qui sponsorise le terrorisme. Voilà l'abjecte réalité à laquelle nous avons été confrontés avec le régime marocain. C'est d'arriver par tous les moyens à consacrer cette inimité. Et le pire encore, lorsque le Maroc compte sur des puissances étrangères et des puissances pour un petit peu intimider l'Algérie. Rappelez-vous, le ministre israélien des Affaires étrangères qui vient au Maroc et qui menace l'Algérie, et le Maroc, le Bourita, trouve ça tout à fait normal qu'un ministre étranger vienne menacer l'Algérie à partir de son territoire. Voici un petit peu les conditions dans lesquelles évolue le Maroc pour justement faire avancer sa revendication sur le Sahara occidental. Rapidement, soucieux des dates et notamment de l'histoire, il est important que j'apporte un verbatim, un rectificatif. C'est en 1964 effectivement où le général Franco avait proposé à Ahmed Ben Bella effectivement l'accession au fait du Sahara occidental. Et je ferme la parenthèse. Merci Badis. Saïd Khnissa, pour en revenir à ce projet de... non, Saïd Ayachi, pardon. C'est parce que Badis prend beaucoup la parole ce soir. Saïd Ayachi, pardon. Pour en revenir à ce projet de résolution donc, proposé par les États-Unis, est-ce qu'on peut s'attendre à un veto ou plutôt à une série d'abstentions avant de parler de l'analyse du vote probable, permettez-moi d'abord de souligner quelque chose de très important. Oui. Ce projet très très dangereux, mais ce n'est qu'un projet, mais il est en marche. Il est en marche. Que vit-il et comment fonctionne-t-il? Comment est-il monté? D'abord, mon ami Kamel l'a dit tout à l'heure, on veut démanteler la MINURSO. On veut porter atteinte à la MINURSO pour d'abord une raison très simple et qui est évidente. Dans l'acronyme de la MINURSO, il y a le terme référendum. Or, dans le projet qui est soutenu par les alliés du Maroc à l'intérieur du Conseil de sécurité, on ne veut pas du référendum. Parce que le référendum, c'est le droit international. Et donc, on n'en veut pas. Et pour cela, il faudra d'une façon ou d'une autre, demain, dévitaliser la MINURSO pour tout simplement l'effacer du processus. Ce qui est une grave atteinte au processus mené par les Nations Unies, et le secrétaire général de l'ONU dans son rapport l'a dénoncé. C'est-à-dire, il a insisté pour le maintien du processus onusien qui respecte le droit international. Mais évidemment, les membres permanents soutien du Maroc à l'intérieur du Conseil de sécurité ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont vers autre chose pour bypasser le droit international, pour le contourner. Parce que le droit international leur est défavorable, ils veulent tout simplement sortir le dossier de son cadre juridique, et dans ce sens, et c'est là que c'est quelque part important pour notre pays, pour ne pas dire dangereux, ils veulent bilatéraliser le problème entre l'Algérie et le Maroc, et en faire en sorte que, vous entendez maintenant que c'est une rivalité entre l'Algérie et le Maroc, c'est une invention de l'Algérie, le franc Polisario, etc., pour en faire un problème de voisinage. D'où l'intervention de Witkoff qui dit il y a 2 mois, des trucs pour que les Algériens et les Marocains en parlent.
et pour aller vers une solution biscornue, selon eux, du problème du conflit du Sahara occidental. Évidemment, cela, et vous avez raison de parler du vote, quand on fait l'analyse du vote, il n'est pas certain que le projet puisse passer, puisqu'il y a quand même des pays attachés au droit international, et puis quelque part compte quand même sur la responsabilité, l'esprit de responsabilité du président présent de la session, qui est la Fédération de Russie, et qui doit, d'une certaine façon, défendre le droit international. C'est son obligation et sa charge. Je voulais seulement rebondir sur certains points, et développés notamment par notre ami Kamel. C'est que la question du Sahara occidental n'est pas une question maroco-algérienne. L'Algérie soutient le droit international parce que c'est une diplomatie de valeur, parce que c'est un pays qui a souffert de la colonisation. Donc, contrairement à ce que disent certains... Oui, parce qu'à chaque fois... La lutte contre le colonialisme, absolument. Et elle va toujours lutter parce qu'on a souffert pendant 132 ans. La colonisation française. Et donc certains qui veulent réduire ce dossier à une rivalité algéro-marocaine, etc., et qu'il faudrait que les deux pays négocient. L'Algérie ne négocie rien, l'Algérie dépend du droit international. Une grande partie de ce qu'on peut appeler la tension entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas lié réellement au dossier du Sahara occidental, ça a été dit par le président Abdelmadjid Tebboune. C'est depuis l'indépendance, pendant 45 ans, les frontières ont été fermées entre les deux pays, parce que le Maroc a développé une politique agressive. Je parle du Merzen, le régime du Merzen à l'égard de l'Algérie. Ça a commencé avec 1963, ça s'est poursuivi avec, ça a été difficile de tracer les frontières jusqu'à 1972, les accusations contre l'Algérie par rapport aux attentats de Marrakech. Et donc, tout ça a fait qu'il y a une politique agressive qui a fait qu'il y a des crises. Donc, c'est pas vraiment lié au dossier du Sahara occidental. Maintenant, pour le rapport entre les peuples, je ne suis pas d'accord avec notre ami Kamel, les peuples marocains et algériens sont des peuples frères. C'est vrai qu'il y a des minorités qui soupent sur le chaud et le froid, qui insultent l'Algérie, qui utilisent les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vraiment la position du peuple marocain dans son ensemble. C'est vrai que le régime marocain joue sur ça, mais les Algériens ou les Marocains, les peuples marocains sont... J'ai dit que le régime marocain joue sur ça. Donc il y a cette haine, etc., entre les peuples, elle n'existe pas, parce que de toute façon, les deux pays restent des pays voisins. Très bien, merci. Messieurs, Badis, une dernière question sur ce sujet, justement. La France qui viole les décisions de la Cour de justice européenne sur l'exploitation illégale des richesses du Sahara occidental. Alors, avant de vous répondre rapidement, moi, j'aimerais juste pointer du doigt une analogie, une certaine similitude flagrante, frappante, regrettable, qui est celle justement de deux modèles qui convergent, à savoir deux modèles de colonisation entre l'entité sioniste et le régime du Merzen. Corrigez-moi si je me trompe, effectivement, nous avons un peuple opprimé de deux parts. Des deux côtés, nous avons aussi un peuple rendu inaudible, notamment avec un mutisme de la communauté internationale et surtout aussi une impunité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à l'échelle internationale, avec une instrumentalisation justement de ce Conseil de sécurité, avec des alliés conjoncturels, des alliés d'intérêt, de partage d'intérêt. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement... Ils ont les mêmes protecteurs. Les mêmes protecteurs, les mêmes garants, absolument. Et puis j'irai encore plus loin. Je rappelle aux téléspectateurs, effectivement, qu'en 2020, suite aux accords de normalisation, peu de temps après, vous avez une déclaration hostile vis-à-vis de l'Algérie, par rapport à l'Algérie, du ministre des Affaires étrangères sioniste notamment, et c'était une première d'ailleurs, que ce soit d'un pays arabe contre un pays arabe, qui plus est frontalier. Absolument. C'est interdit par la Convention de Vienne. Absolument, absolument. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un dessein pernicieux commun qui, deux peuples aujourd'hui, on paye les frais malheureusement, et les affres, plus que les frais, les affres du colonialisme. Maintenant, je reviens sur votre question. Effectivement, la France viole aujourd'hui, clairement, assidûment, ce qu'on appelle l'arrêt de la Cour de justice européenne sur l'exploitation des produits du Sahara occidental. Moi, j'ai quelques éléments chiffrés, puisque la France, à travers des sociétés, je dirais pas exploite, pille, spolie le peuple sahraoui. On parle du phosphate à titre d'exemple. Vous avez plus de 1,2 million de tonnes exportées par an, ce qui représente peu ou prou quasi 200 millions de dollars par an de recettes. Vous avez également la pêche, elle n'est pas épargnée, qui est réputée notamment d'Erla et les côtes atlantiques du Sahara occidental, qui sont réputées justement pour une richesse, notamment un potentiel de pêche, où là vous avez près de 500 000 tonnes par an de produits halieutiques qui sont encore une fois expédiés vers l'Union européenne, vers la France et
le peuple sahraoui n'en profite pas malheureusement. Puis vous avez aussi dans l'énergie avec de l'offshore, des études sismiques qui ont démontré exactement des études sismiques assez convaincantes. Donc vous voyez bien qu'effectivement la France ne se contente pas de dicter ou fabriquer un plan déguisé, notamment d'autonomie ou de mise sous tutelle. Elle essaye de veiller effectivement contre les résolutions onusiennes, mais aussi contre le bon sens, contre la morale qui viole aujourd'hui, non pas une résolution, mais l'intérêt, le droit d'un peuple, économiquement parlant. Pour revenir juste un point, je termine sur cette question. Très rapidement, la question de la décolonisation. Ce principe-là, nous l'avons défendu même avec nos amis. Vous imaginez par exemple l'Indonésie. L'Indonésie est un pays. Oui, l'Indonésie est un ami de l'Algérie, mais lorsqu'il s'agissait de la libération du droit inaliénable du peuple de Timor-Leste à son indépendance, nous l'avons soutenu. Et en même temps, je reviens juste un point et je termine, c'est dans les questions du lobbying fait par le Maroc, l'hostilité flagrante au sein des institutions nationales. On entend par ailleurs que le roi souverain marocain vient dire parler de main tendue et parler de rapprochement avec l'Algérie, et ça devient presque une folklorique et anecdotique de croire que ce pays-là, ce régime-là, nous veut du bien en faisant de la main tendue à chaque fête du trône. Très bien, merci. Merci à vous donc pour ce débat houleux autour du Sahara occidental. Je pense que c'est aussi mouvementé qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, ça reflète la gravité de la situation. Dans le bon sens chez nous. Peut-être qu'on devrait les remplacer autour de la table, n'est-ce pas, Saïd Hayachi? Voilà, donc mesdames et messieurs, on passe à présent à un autre sujet. On va continuer à parler du Maroc, cette fois-ci avec la colère du mouvement Gen Z 212 qui ne faiblit pas et la jeunesse marocaine qui demande du changement dans le royaume, un meilleur système de santé, une évolution dans le domaine de l'éducation. Badis Renissa, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous pensez justement que ces manifestations... non, c'est pas ce que vous pensez, on le sait, on le voit, on l'a vu lors de notre précédente émission, on va le voir là dans quelques instants à l'écran, ces manifestations sont très réprimées, plus de 600 personnes ont été arrêtées lors de ces protestations. Génération Z, c'est l'incarnation, l'illustration d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol latent depuis des années, depuis des décennies. C'est une génération si insoucieuse, fugace, qui aujourd'hui ne veut plus le diktat du statu quo, avant qu'il soit d'abord politique ou autre. Elle ne veut plus effectivement être une simple, je dirais, équation binaire, économiquement, socialement, sociétalement. Je rappelle que plus de 40% de la population marocaine vit une réalité faite de précarité au quotidien. Vous avez plus de 33% des jeunes sont au chômage. Ça, c'est une réalité dure, notamment. Vous avez évoqué effectivement la censure. Aujourd'hui, cette génération Z n'a que les réseaux sociaux quasiment pour s'exprimer. Parce qu'après la censure physique, ils font face aujourd'hui à la censure numérique. Donc, vous voyez bien que c'est un régime en fuite en avant, en perte de vitesse, mais surtout aussi qui n'a pas de solution, si ce n'est que des solutions placebo, à effet placebo, mais surtout des solutions qui sont en décorrélation avec les attentes, non pas que des jeunes, mais du peuple marocain en général. Les images sont terribles. Excuse-moi de te couper, mais les images qu'on voit là à côté de toi sont terribles. C'est le langage violent, notamment, qui n'a... Vous savez, ce régime n'a même pas eu le temps de comprendre cette jeunesse qu'il a déjà perdue. Il a déjà perdu puisque c'est une jeunesse qui veut tout aujourd'hui et non pas demain, et qui veut aussi établir un dialogue. C'est tout ce qu'il demande aujourd'hui. C'est un dialogue avec cette élite politique qui est complètement déphasée. Je dis bien complètement déphasée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un chiffre flagrant, effarant. Plus de 72% en 10 ans d'augmentation des multimillionnaires marocains. Alors que vous avez en face un peuple marocain qui n'arrive même pas, je dirais même pas à boucler les fins du mois, n'arrive même plus à vivre ou à survivre. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un paradoxe entre des attentes légitimes d'un peuple, encore une fois, qui est en quête de dignité, en quête d'honneur, en quête de vie digne, et vous avez une élite politique, économique, oligarque, une monarchie, encore une fois, déconnectée de la réalité du terrain qui, comme on voit aujourd'hui, où des morts sont à dénombrer malheureusement, et leur seul tort, c'est de vouloir demander haut et fort des droits les plus fondamentaux, à savoir vivre comme un citoyen dignement. Comment ? Il y a eu 3 morts à Agadir, comme on voit à l'image, où un fourgon de police fonce directement
sur les manifestants désarmés. Et selon l'organisation marocaine, l'association marocaine des droits de l'homme, il y a eu plus de 1500 interpellations, dont 1000 personnes qui sont en prison. Certains ont été torturés. Il faut juste noter, et même si les médias ont tendance à l'ignorer, y compris les médias mainstream, il y a des manifestations quotidiennes au Maroc depuis le 27 septembre 2025 par l'organisation des jeunes Jeunes Z. C'est des jeunes qui réclament simplement mieux des droits, un meilleur système de santé, système éducatif. Et ils disent qu'ils ne veulent pas des stades justement que le Maroc stades, ils veulent des hôpitaux. Parce qu'au Maroc, il se trouve que le gouvernement Khanouch et même le gouvernement qui l'a précédé a privatisé d'une manière massive le système éducatif. Donc excluant une grande partie du peuple marocain du système scolaire, parce que pour aller à l'école, il faut payer, et c'est payé chèrement, et c'est la même chose pour le système de santé. C'est pour ça qu'il y a eu 8 femmes qui sont mortes dans la région d'Agadir après avoir subi donc une césarienne. Et donc c'est les jeunes Marocains qui manifestent pacifiquement, contrairement à ce que dit le régime marocain, réclament ces droits, et parce que beaucoup d'organisations internationales nous aident, comme Oxfam, qui est une organisation très respectée dans le monde, souligne qu'il y a des inégalités dans ce pays qui sont parmi les inégalités les plus criantes dans toute la région arabe et africaine, contrairement à ce que disent certains organismes marocains, et même la presse marocaine, une partie de la presse marocaine, évoque la pauvreté qui est très très présente. Il y a près de 4 millions de Marocains qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans des régions pourtant riches, comme la région de Hoceima, ou de Tanger, ou de Bni Mellal, ou de la région de Fès. Et donc ces jeunes qui réclament pacifiquement et d'une manière civilisée des changements et des réformes, en contrepartie de l'autre côté, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On préfère botter en touche en évoquant d'autres dossiers, on évoquant la préparation de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, etc. Alors que la population marocaine réclame simplement ces droits sociaux auxquels elle n'a pas accès. Alors, je pense qu'il est important de dire que le gouvernement marocain a promis des réformes et un dialogue avec cette jeunesse marocaine, ce que la jeunesse marocaine refuse catégoriquement. Mahdi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas que cette promesse du Makhzen est une tentative de désamorcer justement ce mouvement sans intention réelle de réforme? À mon avis, c'est exactement ce que le gouvernement cherche à faire. Le peuple marocain ne demande qu'une chose, c'est vivre dans le respect le plus total et avoir des droits. Les droits à l'eau, les droits à la nourriture, les droits aux soins, les droits à l'éducation, les droits à la retraite, les droits au chômage, enfin des choses qui nous paraissent basiques. Il y a eu justement ces manifestations constantes et ce soulèvement qui date depuis le 27 septembre, comme l'a dit Faisal. Ce n'est pas pour avoir des super privilèges, c'est pour avoir des choses que le commun des mortels a de façon normale. C'est pas quelque chose d'exceptionnel ce que demande le peuple marocain. Et c'est pour ça qu'il y a eu un engouement justement sur ces manifestations. Quand tu vois des pauvres mères de famille qui décèdent dans des hôpitaux, faute d'avoir des hôpitaux de qualité et des équipements surtout de qualité, pendant que tu construis un stade à 200 mètres flambant neuf, c'est normal que les gens ne comprennent pas l'utilité du stade alors que l'hôpital est dans un piteux état. Oui. C'est tout à fait logique. Le peuple a besoin justement de trouver des services publics qui soient performants. Et toute la dramaturgie justement est là. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui ne s'essouffle pas, parce que les besoins du peuple sont des besoins légitimes. Il m'a dit cette escalade dans le ton des protestations, je pense qu'elle va au-delà des revendications sociales. Je pense qu'il faut prendre en compte cette révolte contre la situation actuelle qui a empiré depuis que l'entité sioniste, justement, a envahi le territoire marocain avec la bénédiction du Makhzen. Oui, il est utile de rappeler quand même que les manifestations de jeunes qui se déroulent maintenant depuis à peu près 6 ou 7 semaines ne sont que la continuité de 4 ans et demi de manifestations du peuple. Exactement. Contre la normalisation avec qui sortaient quasi j'allais dire chaque semaine pour d'abord dénoncer l'effondrement du pouvoir d'achat pour la grande partie des Marocains, et mes amis sur le plateau ont donné des chiffres tout à fait exacts. Mais aussi, évidemment, il y avait un deuxième facteur qui avait aggravé la situation, c'est la normalisation avec l'entité sioniste, refusée profondément et sincèrement par le peuple marocain, qui l'a tout simplement catalogué comme une trahison du roi envers le peuple. Mais les jeunes sont venus, en fait,
assurer la continuité, parce que ces manifestations pendant 4 ans, bien sûr qu'ils témoignaient de la vie que menaient les Marocains dans une position médiocre, dans une situation médiocre, mais surtout les jeunes ont pris le relais. Et les jeunes, quand ils ont pris le relais avec, j'allais dire, le contexte international qui est le leur, de leur époque, avec les réseaux sociaux, le Makhzen a tout de suite compris qu'il avait affaire à autre chose qu'aux manifestations, j'allais dire, de la classe populaire. Il a essayé, rappelez-vous, dans un premier temps, d'arrêter les gens et de les relâcher. Parce qu'il a essayé d'amadouer. Puis certains partis politiques ont voulu s'y mettre pour voir s'ils pouvaient, d'une certaine façon, arrêter les jeunes. Or, les jeunes, par les réseaux sociaux, ils ont développé leur révolte et dénoncé quelque chose qui est, j'allais dire, tout à fait attaché à la classe politique marocaine, la corruption. Dans le plus illustre étant, le Premier ministre lui-même, qui est un prédateur identifié, et par conséquent, qui est détesté de son peuple. Et détesté, bien sûr, mais qui est l'exemple même de la corruption, et par conséquent, les manifestations ne peuvent que prendre plus d'ampleur et aller de l'avant. Et je crois que, à mon sens, elles ont atteint un point de non-retour qui, dans le contexte actuel, peuvent mener à une situation tout à fait incontrôlable. Quand on voit un petit peu ces images-là, on voit quel est le mécanisme auquel sont conviés les Marocains, d'un côté, de l'autre. Comment, si on fait le parallèle avec le Sahara occidental, on a l'impression, voici le schéma qui est exercé par le pouvoir à la base, c'est-à-dire la répression. L'histoire de DMZ illustre très bien la façon avec laquelle la brutalité marocaine s'exerce sur les populations sahraouies, et on voit que le modus operandi est le même. Donc, nous sommes face à une puissance qui ne connaît aucun pays, qui ne connaît que la violence comme réponse contre les revendications, que ce soit des Sahraouis ou que ce soit de sa population. Et cette méthode-là est exercée par qui? Bien sûr, vous l'avez dit, par l'occupant sioniste contre les Palestiniens. On voit un petit peu la solidarité entre les deux régimes occupants, le ciscolonial, contre justement lorsqu'il y a la voie de la liberté qui est exercée ou demandée ou exigée. Très bien, merci. Kamal Mansari. Je remercie également M. Saïd Ayachi d'avoir été avec nous ce soir. Merci encore une fois, M. Saïd Ayachi. J'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir avec nous une prochaine fois. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.